L'année dernière, j'avais été un petit peu long dans mon propos introductif parce que c'était la première année de présence et donc je voulais quand même marquer cette première occasion de faire un rapport en indiquant ce qu'était, de certaine manière, ma vision des priorités des Hauts-de-Seine. Je serai beaucoup plus court cette année, d'autant qu'en fait, les questions qui me sont posées correspondent assez exactement à ce que je comprends de ce que sont les priorités de ce département et donc j'aurai l'occasion d'y revenir sur les réponses aux questions. Je voudrais quand même dire que je suis content d'être ici devant vous ce matin. Bon, on se connaît maintenant, je crois, assez bien, donc même si je ne connais pas les nouveaux conseillers et conseillères départementales, puisque l'Assemblée, enfin pas toutes, hein, en tout cas ceux qui n'étaient pas maires, puisque l'Assemblée départementale a été assez largement renouvelée, donc avec une présence féminine donc plus importante, mais c'était la structure même de la réforme. Bon, moi je voudrais redire également le plaisir que j'ai donc de travailler avec le président de Védjan et avec vous tous et avec vous toutes, dans un département où les sujets ne sont pas toujours très simples, mais où les rapports sont extrêmement directs. Moi je trouve que quand on est capable de se dire les choses, on fait du bon travail. Je voudrais dire également que le fait que le préfet donc, vienne au conseil départemental devant l'Assemblée, donc faire le rapport d'activité, qui est une vieille tradition républicaine, donc, qui a été mise en place, et plutôt qui a été maintenue donc, au moment où la décentralisation dans les années 80 s'est opérée, est un symbole important. Et dans la République que nous aimons, donc les symboles, surtout dans ces périodes un peu compliquées, doivent être préservés, car si les rapports avec la décentralisation ont évidemment changé de nature entre les préfets et les élus, et en particulier entre les préfets et les présidents donc des anciens conseillers généraux qui sont devenus maintenant des conseils départementaux, moi je constate qu'ils n'ont pas diminué en intensité. Et je crois que c'est bien parce qu'effectivement dans une république décentralisée, chacun a une part de responsabilité, chacun doit l'assumer et faire des additions ensemble, c'est toujours, je dirais, de bonne politique. Sur ce que je voulais dire. Effectivement, je voulais dire un mot de la sécurité. Donc, je voulais parler des attentats du début de l'année. Donc, je voulais dire que ce choc pouvait se renouveler. Et malheureusement, l'actualité me donne raison. Enfin, donc, je n'ai pas à avoir raison. C'est un constat donc, d'une vulnérabilité extrêmement forte de nos sociétés, pas simplement la France, hein, de l'ensemble des pays qui sont exposés par rapport au risque terroriste. Je voulais dire aussi, je l'ai redit donc lundi matin devant l'association des maires, que l'État bien sûr fait sa part de travail, c'est d'abord sa responsabilité. Donc le plan Vigipirate donc, bon, est destiné malheureusement donc, à être maintenu sans doute à un niveau élevé pendant encore de longs mois. Bon, mais que les collectivités locales et notamment les communes sont des partenaires extrêmement appréciés, donc à la fois par l'État que je représente bien sûr, mais également surtout par les citoyens que nous protégeons collectivement. Je n'oublie pas également la place qu'ont pris les militaires hein, dans le dispositif, hein, près de 10 000 hommes, 7 000 maintenant. Bon, on a dans ce département beaucoup d'intérêts à protéger hein, et donc on les protège. Hein, donc c'est une charge importante pour les services de sécurité, mais c'est une charge que nous devons assumer et que nous assumons assez largement aussi avec les collectivités qui s'y associent et notamment les communes. Je voulais dire également que, à côté donc, des objectifs de protection, vous savez que je m'y suis un peu investi pour des raisons que vous connaissez maintenant, la question de la prévention de la radicalisation est quelque chose qui est très important pour protéger donc, la société, en détectant un certain nombre de vulnérabilités individuelles qui peuvent exister donc sur tous les territoires, dans tous les milieux sociaux, hein, même s'il peut y avoir effectivement des territoires plus fragiles ou des personnes plus vulnérables, les fragilités, elles parcourent la société. Hein, et les influences, elles existent aussi. Et donc il faut à la fois traiter les vulnérabilités et réduire les influences. C'est ce que nous faisons avec l'ensemble des partenaires, avec les maires, avec le conseil départemental aussi, qui a bien sûr des compétences importantes et qui est associé à notre dispositif, comme le sont associés également un certain nombre d'autres acteurs et bien sûr la justice. C'est quelque chose que nous engageons, qui va durer donc des années, sur lequel on est encore un peu en tâtonnement. Et je crois que c'est vraiment un axe d'intervention qui est extrêmement important. Ce qui m'amène à revenir finalement au-delà donc, des causes politiques et des volontés donc, de groupes terroristes de frapper un certain nombre de sociétés.
c'est le fait que notre société, on le sait tous, hein, donc on parlera tout à l'heure de la politique de la ville ou d'autres sujets, le plan pauvreté est une société qui est fracturée, qui est face à un certain nombre d'intolérances, bon, que certains alimentent, alors souvent par ignorance, par méconnaissance, parfois par calcul, car il est toujours plus facile de désigner un ennemi que d'essayer de s'attaquer aux causes de ces difficultés. Bon, j'en viens aux questions religieuses qui ne sont pas un problème. Nous avons dans ce département à peu près toutes les religions, avec des communautés qui sont extrêmement fortes, qui sont parfois d'ailleurs pas toujours complètement unies à l'intérieur de leurs croyances. Et notre République les accueille tous. Le principe de laïcité qui a d'abord été historiquement, je dirais, un principe de combat, donc, et aujourd'hui pour nous en tout cas un principe universel qui vise à protéger tous ceux qui croient, ou d'ailleurs même ceux qui ne croient pas. Et ce ne sont évidemment pas les religions qui créent le terrorisme, ce sont les extrémismes. Et par contre, les extrémismes utilisent un certain nombre de méconnaissances, d'ignorances, pour élargir les fractures qui peuvent exister au sein de la société. On pratique beaucoup, mais les maires le font aussi sur leur territoire. Je me souviens d'une rencontre auquel le président de Belgium m'avait invité, donc, qui était le pacte pour la fraternité, je crois, ou de la fraternité. Donc il y a les rencontres avec les communautés, parfois ensemble, parfois séparément. Moi, le message que je passe est un message clair, c'est-à-dire que chaque communauté doit se prendre en main. Bon. Et chaque communauté doit faire l'effort de parler à l'autre. Bon. Et nous, notre rôle, c'est de rendre possible, en tout cas de faciliter, d'accompagner donc cette action d'échange qui va, en tout cas c'est comme ça que moi je la comprends, faire en sorte que l'ignorance va reculer et donc la tolérance va prendre le pas sur la méconnaissance. Bon, et je pense qu'on a tous dans cette action une part de responsabilité. Moi je souhaite, je le dis donc devant vous, mais je viens de l'indiquer, donc peut-être on travaille encore davantage entre nous, Monsieur le Président, sur ces sujets-là, notamment pour essayer donc de mieux organiser donc, ce que j'indique comme étant des priorités avec les communautés religieuses. C'est déjà le cas, mais je pense qu'on peut encore monter en puissance. Sur les autres sujets, bon, mais on le reverra sur les réponses aux questions, les priorités de l'État n'ont pas changé, je dirais heureusement, sur le département des Hauts-de-Seine. Moi, je considère que notre sujet le principal aujourd'hui, effectivement, au-delà même de l'aspect institutionnel, hein, donc on évoquera la question de la métropole et des territoires tout à l'heure, c'est de réussir à la fois sur ce département, mais ce département est dans un ensemble plus vaste, hein, à la fois donc régional, le département de la Petite-Couronne, la liaison avec Paris, à la fois donc les objectifs qui concernent l'amélioration des transports, hein, et on le voit bien avec les projets qui se développent de façon à transformer le rapport des habitants à leur territoire, sur le logement bien sûr, hein, parce qu'il y a un besoin extrêmement fort de logement, à la fois le logement libre, le logement social, le logement intermédiaire, de façon effectivement à ce qu'on puisse répondre aux aspirations au logement de l'ensemble de nos compatriotes. La question des attributions, aussi on en parlera tout à l'heure dans le cadre des réponses aux questions. Et puis bien sûr le soutien à l'économie et à l'activité. On a la chance d'avoir un département qui est plutôt dynamique, et même très dynamique sur le plan économique. Et donc il souffre moins en fait que les autres départements, mais il y a des poches de souffrance, il y a des difficultés. Et donc notre responsabilité, l'État ne le fait pas seul, mais on l'évoquera également à l'occasion d'une réponse à une question qui m'est posée, souhaite effectivement jouer son rôle dans cette partition. Je terminerai, mais c'est finalement une résonance avec ce que je disais en introduction par rapport aux questions de sécurité, sur les questions de cohésion sociale. Bon, là, je crois qu'on est vraiment au cœur des choses, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr les actions que nous conduisons ensemble sur les territoires politiques de la ville, mais plus largement dans l'ensemble de la société. Nous avons une responsabilité donc d'assurer donc une force plus grande à notre pays et donc de travailler davantage ces politiques. Voilà, Monsieur le Président, ce que je souhaitais dire en introduction très, très rapidement avant de répondre aux questions. Merci, Monsieur le Préfet. Alors, donc, les questions étaient organisées de manière suivante, je le rappelle. Le groupe de la majorité départementale a 15 minutes et 3 orateurs, Georges Siffredi, Alice Lemoyle, Nathalie Léandri. Le groupe Front de gauche et citoyens a 7 minutes, Marie-Hélène Amiable et Elsa Faucillon. Le groupe des indépendants a 5 minutes et 1
interlocutrice, Madame Alexandra Fourcade. Les élus socialistes ont 5 minutes avec Monsieur Joachim Timothéo. Voilà. Donc la parole est à Georges Siffredi. Bonjour Monsieur le Préfet. Il y a un an, au nom de la majorité départementale, je vous posais une question sur la politique de la ville suite au vote de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. Les élus, maires et conseillers départementaux, toutes tendances politiques confondues, s'inquiétaient en effet de la modification profonde de ce dispositif. Alors que la réforme est désormais bien engagée, je souhaiterais revenir sur les enjeux qu'elle soulève dans notre département et pour nos communes. Ce sont 6 questions très précises que je souhaite vous soumettre afin d'appréhender de manière très concrète les incidences de cette réforme dans nos villes. Premièrement, pouvez-vous nous indiquer, Monsieur le Préfet, quel est le nombre d'habitants couverts par cette politique avant et après la réforme? Deuxièmement, quel dispositif allez-vous maintenir ou renforcer afin d'amortir le choc du retrait des crédits spécifiques pour les quartiers et les habitants qui sortent de la géographie prioritaire et qui, dans le contexte actuel, restent dans une situation de grande fragilité socio-économique? En quoi la veille active n'est-elle pas, en pratique, un des engagements de l'État? Troisièmement, quel est le volume des crédits spécifiques consacrés par l'État au titre de la politique de la ville avant et après la réforme? La réforme s'accompagne-t-elle du maintien d'une enveloppe globale de crédits équivalente afin d'intervenir plus fortement en faveur des quartiers les plus déshérités, comme cela avait été annoncé par le gouvernement? Quatrièmement, pouvez-vous nous indiquer si la réforme a permis de faire émerger de nouvelles approches ou des innovations? Sur le fond, qu'est-ce que cela va faire évoluer? Cinquièmement, pouvez-vous nous indiquer comment va s'articuler d'une part la signature des contrats de ville entre l'État, les intercommunalités et les communes d'ici à fin juin, et d'autre part, compte tenu du calendrier très court d'élaboration de ces documents, l'introduction de la contribution des autres partenaires dans les mois suivants? Enfin, sixièmement, s'agissant plus précisément de la rénovation urbaine, quelles dispositions l'État va-t-il prendre afin d'encourager de manière puissante la mixité sociale dans des quartiers où ont été concentrés les logements sociaux et les populations les plus fragiles? Comment allons-nous faire différemment sur ce volet où l'intervention publique n'a pas été assez forte dans le premier programme de l'ANRU? Permet d'insister sur la question de la mixité sociale qui me semble stratégique et qui est au centre de l'action conduite par le département en matière de logement. Je vous remercie de toutes les précisions que vous pourrez nous apporter, Monsieur le Préfet. Alors, par volonté de clarté, le préfet a choisi de répondre orateur par orateur. Il n'y a pas de relance. Hein, précise. Bon, on me dit qu'il faut que je parle plus près du micro, c'est ça, non? Ouais. Oui, parce que les questions sont assez différentes, donc c'est plus... Alors, Monsieur Siffredi, donc d'abord, je crois que votre question, elle traduit l'intérêt du département pour ces questions, donc à la fois de politique de la ville et de rénovation urbaine. Bon, et je voudrais rappeler effectivement, mais tout le monde le sait ici, j'ai découvert en prenant mes fonctions que le département est un partenaire majeur pour l'État sur ces problématiques. Bon, et il est d'ailleurs maintenant, de cette manière, la loi est venue reconnaître quelque chose qui se pratiquait déjà largement dans ce département, le fait que les conseils départementaux maintenant sont des signataires obligatoires des contrats de ville. Sur les questions que vous m'avez posées, sur les périmètres, bon, il y a, mais ça c'est une volonté donc assumée du gouvernement. Ça s'est traduit dans la loi de resserrer l'effort sur un certain nombre de territoires jugés prioritaires, sur la base d'un critère objectif inscrit dans la loi, qui est le revenu par habitant, et qui a fait effectivement que la géographie actuelle donc, est plus resserrée, mais encore une fois, c'était l'objectif même du dispositif, puisque nous avons aujourd'hui 9 communes pour 21 quartiers prioritaires, couvrant un peu moins de 110 000 habitants, contre hier 16 communes, 13 CUX, parce que les dénominations étaient différentes, pour un peu plus de 230 000 habitants. Deuxième question, est-ce que pour autant ces habitants qui sont sortis effectivement restent suivis? La réponse est oui.
à la fois par le maintien assez largement des crédits de réussite éducative, qui est une des particularités d'ailleurs de ce département. Donc on a beaucoup investi sur ces interventions et je crois qu'on a bien fait. Et comme on considère que c'est important, il peut y avoir des discussions sur le niveau des crédits, mais nous avons pris la décision de maintenir assez fortement ces crédits, alors soit dans les communes sortantes, soit dans les territoires sortantes des communes restantes. Et ça se traduit dans les contrats de ville par effectivement ces dispositifs de veille active qui montrent la volonté qu'a l'État de continuer donc à suivre, avec un degré d'intensité moins fort, mais c'est la conséquence de ce que vous indiquiez tout à l'heure, les populations qui sont dans ces territoires. Sur la question qui m'est parfois posée sur est-ce que les crédits baissent ou est-ce que les crédits augmentent ou est-ce qu'ils se maintiennent. L'État consacre aux populations du département des Hauts-de-Seine en politique de la ville un peu moins de 5 millions d'euros, 4,8 millions, contre 5,8 millions au titre des générations précédentes, donc une baisse de l'ordre de 17% à peu près, quoi. Mais ma vision des choses est que, puisque nous avons resserré donc les territoires, et en particulier que nous avons donc par rapport à ces territoires une baisse de 50% donc des populations suivies, encore une fois qui s'explique aussi par les résultats des politiques conduites jusqu'à présent, parfois depuis de très nombreuses années sur ces territoires. On peut aujourd'hui sur les quartiers prioritaires intervenir beaucoup plus massivement. Et le chiffre moyen que vous connaissez peut-être est aujourd'hui donc de près de 40 € par habitant en 2015 contre un peu moins de 23 € par habitant en 2014. Et donc par l'effet de resserrement permet aussi à l'État de mieux prioriser son intervention sans abandonner, encore une fois, je viens d'indiquer tout à l'heure, les quartiers qui sortent ou les villes qui sortent. Sur les nouveautés de la politique de la ville, encore une fois, c'est une action qui n'a d'efficacité que si elle se conduit dans la durée avec une certaine forme de continuité. Donc tout ce que les nouvelles générations de contrats de ville prévoient aujourd'hui est d'une certaine manière la consécration de ce qui était déjà largement engagé ou en marche. Mais la volonté, c'est de mieux formaliser cette cohérence entre les piliers d'intervention qui donnent justement toute sa cohérence et sa puissance à la politique de la ville, que sont la cohésion sociale, le renouvellement de l'habitat et du cadre de vie, et le développement économique et l'emploi. Et donc de faire en sorte qu'il y ait une meilleure effectivement synergie entre ces différents volets, comme la volonté également de faire en sorte, je le disais pour le conseil départemental, mais qui est déjà un partenaire très important de ces politiques, la loi a prévu d'inviter de nouveaux partenaires à la signature des contrats de ville pour que justement les engagements de chacun soient mieux clarifiés. C'est le cas bien sûr pour les collectivités territoriales, c'est le cas pour la justice, mais c'est le cas pour d'autres également partenaires de cette politique, la santé, les bailleurs sociaux et les acteurs de l'emploi également qui contribuent à ce pilier économie-emploi. L'autre élément également important qui n'est pas une innovation, puisqu'encore une fois la politique de la ville, elle était basée sur cette exigence, c'est de renforcer le volet participation des habitants, au travers notamment de ce que le conseil de quartier, dont la formule a été un peu assouplie par rapport aux hypothèses initiales, mais qui, je crois, est une formule nécessaire que vous pratiquez, et qui est d'assurer dans le suivi et la mise en œuvre des objectifs et des priorités l'association des bénéficiaires de ces politiques. Sur la méthode et les calendriers de finalisation des contrats, l'objectif est d'avoir achevé pour fin juin, début juillet, les contrats de ville, sachant qu'on a un peu plus de temps pour les protocoles de préfiguration. Le travail est fait, hors les annexes, on a un peu plus de temps et donc c'est un rendez-vous de rentrée. Je crois que vous êtes tous avec mes services en phase de relecture des contrats et je voulais vous remercier d'avoir réussi, en dépit de toutes les difficultés, enfin collectivement, parce que les services de l'État aussi y ont eu bien sûr leur part, d'avoir réussi finalement à boucler ces contrats de ville, même si le travail n'est pas complètement achevé. De façon à ce qu'on soit effectivement en capacité de conduire les actions, en capacité également d'être au rendez-vous de la rénovation urbaine, puisqu'encore une fois, particulièrement important d'avoir des dossiers prêts dans un calendrier relativement rapide pour être capable à la fois de justifier et d'obtenir les crédits que l'ANRU peut nous donner. Dernière question sur la mixité sociale dans la rénovation urbaine. C'est évidemment un enjeu essentiel.
Bon, nous avons dans ce cadre 2 grands objectifs, une amélioration de l'offre de logement et également une amélioration de la répartition du logement social, à la fois entre les villes et à l'intérieur des villes. Bien sûr, j'en parlerai tout à l'heure, donc sur la question de Madame Amiable, et puis également un meilleur équilibre des peuplements. C'est un sujet qui nous évoqué donc lundi matin. Ce qui nous amènera donc à poursuivre avec vous une politique de desserrement de l'offre et des taux de logements sociaux dans les quartiers politiques de la ville, et notamment au travers des opérations de démolition-reconstruction, de telle sorte effectivement qu'on puisse mieux équilibrer sur un territoire communal et peut-être demain donc sur une dimension territoriale plus large les populations pour justement remplir cet objectif qui combine également la nécessité pour des ménages intermédiaires de pouvoir avoir accès au logement intermédiaire, que ce soit dans le locatif ou l'accession sociale à la propriété. Donc voilà ce que nous faisons. Je pense que nous le faisons bien, nous le faisons en partenariat, dans des calendriers tendus, avec des contraintes budgétaires qui sont effectivement importante, mais l'État ne souhaite pas se désengager de cette priorité. Il considère au contraire que c'est une priorité extrêmement forte. Merci. Alice Lemoyle. Monsieur le Préfet, bonjour. En 2013, le gouvernement a mis en place un plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale, fruit d'un travail de concertation avec l'ensemble des acteurs des politiques de solidarité. 5 grands principes structurent cette nouvelle approche. Un principe d'objectivité. La pauvreté et la précarité ne sont plus marginales. Le principe de non-stigmatisation. Les personnes en situation de pauvreté ou de précarité veulent s'en sortir. Le sens des politiques sociales est de les y aider. Le principe de participation des personnes en situation de pauvreté à l'élaboration et au suivi des politiques publiques. La parole des personnes directement concernées par les difficultés sociales enrichit les propositions politiques de leur expertise. Le principe de juste droit, sans oublier la question de la fraude sociale, il existe également un phénomène de non-recours aux droits sociaux et l'ensemble des citoyens doit bénéficier de ce à quoi il a droit, ni plus ni moins. Le principe de décloisonnement des politiques sociales et une meilleure coordination des acteurs, publics, associatifs et privés, autour de l'accompagnement des personnes. En mars dernier, le gouvernement a publié en lien avec le CNLE, le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'inclusion sociale, présidé par l'ancien député UMP Étienne Pinte, une feuille de route pour la période 2015-2017, basée sur le bilan des deux premières années de mise en œuvre. Dans notre département des Hauts-de-Seine, des associations se mobilisent en vue de prendre leur part dans la mise en œuvre de ce plan. La solidarité est une valeur non partisane et essentielle pour faire vivre le mot fraternité qui figure sur notre devise républicaine. C'est une valeur à laquelle nous sommes attachés. Nous serons donc attentifs à prendre notre part dans la mise en œuvre de ce plan. Pouvez-vous nous donner un éclairage sur la réalité de celui-ci dans le département? Quelles sont les difficultés probables que vous rencontrez? Comment peuvent s'articuler les services de l'État et ceux du département? Et comment nous, conseillers départementaux, pouvons-nous vous aider dans la mise en œuvre de ce plan? La finalité étant d'accompagner au mieux les personnes qui rencontrent des précarités de tout type. Je vous remercie. Bien, Madame la conseillère départementale, je crois que vous avez à peu près tout dit. Il y a un besoin extrêmement fort. Il y a, je crois, une mobilisation qui est également extrêmement forte. Et il y a un très fort besoin de cohérence et de décloisonnement. Bon, et c'est finalement ça l'objectif principal du plan pluriannuel contre la pauvreté qui a été décidé par le gouvernement en 2013. Moi, évidemment, en tant que préfet de ce département, je m'attache à appliquer donc cette orientation que j'ai tout de suite compris comme étant une exigence, comme vous l'avez dit à l'instant, de meilleure cohérence de l'action et donc également de bonne collaboration des partenaires. Bon, et toutes les politiques, en tout cas beaucoup de politiques que nous mettons en œuvre, donc dans nos sphères de responsabilité respectives, contribuent donc à améliorer effectivement l'accès aux droits, donc l'accès au logement, l'accès à l'emploi, la lutte contre la grande pauvreté, donc l'accueil, l'hébergement, tout ça effectivement fait sens par rapport à ces objectifs. C'est vrai sur l'emploi qui reste un facteur indispensable pour éviter l'exclusion, donc il y a la garantie jeune qu'on expérimente dans le département, les dispositifs d'insertion sur lesquels autant le conseil départemental que l'État est engagé,
les emplois aidés, qui est aussi une réponse que l'État apporte pour améliorer l'accès à l'emploi d'un certain nombre de personnes qui en sont éloignées. C'est vrai sur le logement et l'hébergement, donc à la fois avec cette volonté de répondre aux enjeux des territoires, mais aussi d'assurer une meilleure solidarité entre les territoires et à l'intérieur des territoires. Donc nous avons un accord collectif départemental qui vient d'être finalisé. On en parlait avec les maires il y a quelques jours. L'enjeu, c'est effectivement de monter en puissance sur cet accord pour répondre simplement à la demande. Et on va le faire de manière organisée, y compris en trouvant dans la délégation du contingent préfectoral, qui est un système un peu particulier sur lequel je suis souvent interrogé, les marges de progrès qui sont nécessaires pour que ce système demeure, parce que je considère que c'est un système, j'avais dit l'année dernière, qui est un système intelligent et qui permet justement par rapport à cet objectif de mixité de mieux répartir sur l'ensemble des contingents les publics prioritaires. C'est vrai également sur le renforcement des offres de services de proximité. Contribuons donc l'État, le département à beaucoup de dispositifs au travers de la politique de la ville, mais pas simplement. En matière de santé également, vous avez évoqué l'accès aux droits, nous allons engager un schéma de domiciliation qui permettra effectivement peut-être de mieux organiser l'accès aux droits des plus fragiles. On le fera bien sûr avec les maires, et avec le département, mais bien sûr d'abord avec les maires pour avancer dans cette direction. Sur tous ces sujets, l'État n'agit pas seul. On a déjà un certain nombre d'instruments de cohérence, les différents plans départementaux, le PDLPD qui deviendra un PDLPD H, incluant l'hébergement, le plan départemental d'insertion, la garantie jeune, le département y associé, l'insertion, vous y êtes également un partenaire extrêmement important. Moi, la réponse que j'ai envie de vous faire, c'est, puisque finalement vous me demandez comment est-ce qu'on peut faire davantage, comment est-ce qu'on peut faire mieux. D'abord, ma réponse est oui. Moi, je suis partant pour essayer encore d'améliorer les dispositifs de partenariat qu'on peut engager avec vous sur ces priorités. Et je suis prêt à ce qu'on organise dans les jours prochains une rencontre pour peut-être faire le tour de l'ensemble de ces dispositifs et voir là avec vous où il peut y avoir des marges de progrès, de façon encore une fois à répondre aux besoins des populations de nos territoires. Merci. Nathalie Léandri. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Préfet, bonjour. Élaboré dans la plus grande précipitation, sans concertation et adopté par le Conseil supérieur de l'éducation le 10 avril dernier, la réforme du collège sera mise en place dans tous les collèges de France dès la rentrée 2016. Cette ignorance totale du débat démocratique constitue une véritable provocation. Plus de 70% des enseignants eux-mêmes pensent qu'une telle réforme va niveler vers le bas le niveau global des collégiens et inciter les familles les plus aisées à orienter leurs enfants vers les établissements privés, allant ainsi à l'encontre de l'objectif d'égalité vers la réussite prôné par celle-ci. Depuis l'arrivée de François Hollande au pouvoir, notre système éducatif a fait sans cesse l'objet de transformations au travers de réformes successives dans les écoles primaires, dans un premier temps, puis désormais dans les collèges. Avec la réforme des rythmes scolaires, l'État avait fait le choix d'une réforme très onéreuse pour les collectivités locales, alors même que les dotations diminuent sans cesse et contre-productives pour les élèves comme pour les enseignants. En s'attaquant maintenant au collège, avec pour vision et idée principale une diminution du nombre d'heures des enseignants fondamentaux tels que le français ou les mathématiques et la mise en place d'enseignements pratiques interdisciplinaires ayant pour but, selon la ministre elle-même, de distraire les élèves et les faire apprendre de façon ludique, se cache une incompréhension totale de ce que devraient être les programmes. L'école de la République se doit non pas de distraire, mais de donner des savoirs et des connaissances indispensables pour que chaque élève ait les clés pour construire son avenir. Dans notre département, la réussite scolaire de nos jeunes a toujours été l'une de nos priorités. Nous dédions en effet chaque année 36 millions d'euros au collège. Nous sommes également très attachés à ce que, dans chacun de nos collèges, les élèves en difficulté soient soutenus et accompagnés. Monsieur le Préfet, face à l'inquiétude grandissante de nos administrés quant à l'application de la réforme dans nos départements, et dès lors que la circulaire n'est toujours pas publiée, ne serait-il pas envisageable de mettre en place une réelle concertation avec l'ensemble des acteurs concernés afin de revoir celle-ci et d'apaiser enfin les esprits? Je vous remercie.
Bien, c'est une réforme nationale, hein, donc je vous ferai une réponse nationale. Bon, pour rappeler quand même qu'il y a un objectif derrière cette volonté, qui est de donner plus de capacité donc, à l'école, et en particulier le collège, à répondre à ces missions avec un certain nombre de grands objectifs. Mieux enseigner les savoirs fondamentaux et former à d'autres compétences. Assurer un même niveau d'exigence pour que tous les élèves acquièrent un socle commun de connaissances. Ça, c'est les deux grands objectifs. Comment arriver à ces résultats? Il y a un effort qui est important, qui a été décidé par le gouvernement, que je voudrais rappeler, qui est un équivalent poste au niveau national, donc qui est significatif. Pourquoi? Parce que la volonté, c'est d'augmenter le total hebdomadaire des heures mises à disposition des professeurs de collège, d'accorder davantage de souplesse aux établissements dans l'utilisation de cette dotation et d'organiser donc au travers donc de ces deux éléments, c'est-à-dire plus effectivement d'heures et plus de souplesse, des modes de travail qui permettront effectivement donc d'améliorer le travail en pilotage en effectif réduit, avec notamment la mise en place des enseignements pratiques interdisciplinaires, qui sont également l'occasion, en tout cas un enjeu pour l'éducation, de faire en sorte qu'on donne davantage de capacité d'apprendre à nos élèves. Cette réforme va concerner donc à la fois les programmes, les pratiques et l'organisation pédagogique. Elle est accompagnée bien sûr par un plan de formation ambitieux. Son calendrier, le gouvernement a confirmé qu'il souhaitait effectivement la mise en œuvre à la rentrée 2016. Sur la concertation, moi je n'y ai pas participé personnellement, mais des informations que j'ai, je sais que la concertation a tout de même été engagée donc, depuis juillet 2012 dans le cadre de la refondation de l'école, qu'elle a été extrêmement large, qu'elle se poursuit actuellement sur les projets de programme et sur la circulaire qui précisera les modalités d'application de la réforme. Elle devrait donc être signée par le ministre très prochainement et transmise également très prochainement. Bon, je sais que cette réforme fait l'objet d'un débat national. Donc moi, je me ferai aujourd'hui l'interprète des observations que vous m'adressez. Mais la réponse que je vous fais est bien celle du maintien de cette réforme, de la volonté effectivement qu'elle réussisse avec l'ensemble de ses acteurs et du calendrier qui a été précisé et du fait que la concertation, on peut toujours regretter que la concertation ne soit pas suffisante, mais je crois qu'elle a été extrêmement large. Merci. J'en viens au groupe Front de Gauche et Citoyens et la parole est à Marie-Hélène Amiable. Oui ? Vous avez inversé ? Juste sur l'utilisation des 7 minutes, donc il y a deux questions. Non, mais on sera souple sur les 7 minutes. Oui, mais donc je dis quelques mots avant les questions, si vous permettez, pour les présenter. Bon, d'accord. Oui, monsieur le préfet, donc évidemment, nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette instance, surtout pour les nouveaux élus. Donc nous avons déposé 4 questions, 2 par écrit, donc une sur les rythmes scolaires et la réforme des rythmes scolaires et une sur l'évolution des effectifs de police, et 2 que nous poserons à l'oral, une par Elsa Faucillon sur le CICE et Marie-Hélène Amiable sur le respect de la loi SRU. Mais en préalable, je voudrais au nom des élus de mon groupe remercier les services de l'État, en passant à tous les fonctionnaires qui, malgré les difficultés, elles sont nombreuses, exercent avec dévouement et intégrité leur mission de service public. Mais en même temps, nous sommes comme groupe à leur côté pour demander plus de moyens et plus de présence, notamment dans des services qui nous paraissent cruciaux dans le département, et je pense en particulier à l'éducation nationale. Nous sommes, vous le savez, représentants de cette instance dans des collèges. Et moi, mes 2 premiers conseils d'administration, j'étais confronté à une 6e qui n'avait pas eu de prof d'anglais de toute l'année. Et dans un autre collège, toujours en 6e, des parents qui disaient que leurs enfants avaient raté 80 heures de cours par non-remplacement des enseignants. Et donc, je fais le lien, évidemment, parce que vous êtes là pour représenter l'État, mais dans le cadre de choix d'un gouvernement que nous ne partageons pas, parce que les effets sur le terrain sont ceux que je viens de citer et que l'on va travailler dans les questions que vous allez entendre, que vous avez reçues. Évidemment, ces contraintes pèsent lourd sur les territoires, d'autant plus que les collectivités sont elles-mêmes contraintes vu la baisse des dotations. Et si nous posons une question sur le CICE, ce n'est pas innocent, c'est qu'on nous dit qu'il faut réduire le déficit public.
Et en même temps, il y a un transfert des fonds publics vers les entreprises privées via le CICE dont on aimerait mesurer les résultats. Et donc voilà, nous sommes très interrogatifs, pas simplement interrogatifs. Vous le savez, nous contestons ces choix-là. Nous pensons qu'il y aurait d'autres choix possibles. Mais évidemment, vous n'êtes pas là pour avoir ce débat-là. Mais nous tenons à le dire parce que, évidemment, le cadre politique dans lequel votre audition se fait n'est pas neutre. Et c'est plus facile à certains moments d'être un représentant de l'État quand les choix du gouvernement sont en phase avec les aspirations populaires. C'est plus compliqué quand il y a des choix qui vont à l'encontre des populations et leur intérêt et celle des collectivités. Voilà, je voulais dire ces quelques mots avant de laisser mes collègues poser leurs 2 questions. Merci. Dans une démocratie, il est impossible que le préfet soit toujours en harmonie avec les aspirations populaires sur tout le territoire. Ça, c'est totalement impossible dans une démocratie. Madame Amiable. Et, Monsieur le Préfet, donc je souhaite revenir aujourd'hui sur le renforcement des obligations de la loi SRU. Les chiffres qui viennent de nous être fournis dans le rapport d'activité 2014 des services du département nous confirment bien que sur 36 communes, 22 ne respectent toujours pas le taux de 25% de logements sociaux. Chacun connaît l'objectif fixé par le gouvernement d'en construire 150 000 par an. Au-delà, l'enjeu du rééquilibrage du logement social dans notre département reste patent. 19% de logements sociaux à Levallois, 12% à la Garenne-Colombes, un peu plus de 5% à Neuilly, alors que leur voisine Nanterre en compte plus de 50%. Suite au tragique attentat de janvier, et vous venez d'en parler en introduction, de nombreuses annonces ont été faites par le gouvernement en faveur du logement, rappelant à tous l'importance de promouvoir la mixité sociale. Dans le même sens, au-delà de la simple question du taux de construction, je souhaite vous alerter sur les typologies de logements construits. Cela est public, notamment depuis les inquiétudes exprimées par la Cour des comptes. 70% des demandeurs de logements sociaux ont un profil répondant au plus ou PLAI. Or, c'est la construction de PLS, logement social intermédiaire, qui est majoritairement mise en place dans les villes déficitaires. Le logement, vous le savez, reste le principal poste de dépenses des ménages, avec plus d'un quart des dépenses de consommation. Et la construction du logement social doit d'abord donc répondre aux besoins des ménages alto-séquanais et franciliens qui en ont le plus besoin. C'est ainsi que nous pourrons faire reculer la ségrégation urbaine et sociale dans notre département. Il devient donc urgent de disposer sur l'ensemble du département d'une offre diversifiée, permettant à tous de se loger et favorisant vraiment cette mixité. Et la réponse de l'État ne peut pas être simplement de rééquilibrer dans les villes où ils sont en grand nombre. Monsieur le Préfet, donc au nom du groupe Front de Gauche et Citoyens, je souhaiterais donc vous interroger sur ces enjeux. Le Président de la République l'a récemment rappelé, les préfets disposent de nombreux pouvoirs pour faire respecter les lois, notamment en matière de construction de logement social. Aux villes rétives, il est possible d'appliquer des sanctions, voire même depuis le 18 janvier 2013 de les majorer. Vous avez également la possibilité de préempter des terrains vacants ainsi que de vous substituer au maire pour délivrer des permis de construire. Monsieur le Préfet, au regard donc de l'urgence dans laquelle se trouvent de nombreuses familles, nous souhaiterions connaître quelles mesures comptez-vous prendre pour que toutes les communes respectent enfin la loi et quels dispositifs comptez-vous mettre en place pour favoriser la mixité dans toutes les villes de notre département. Je vous remercie bien sûr par avance pour vos réponses. Bien, merci de votre question. Moi, je ne parlerai pas de communes rétives parce que j'ai plutôt le sentiment que toutes les villes font dans le département les efforts, en tout cas, font beaucoup d'efforts. On a un taux de SRU qui est de près de 28%, qui a augmenté, donc qui a un taux moyen, bien sûr, qui a augmenté entre 2002 et 2014 régulièrement. Bon, même s'il y a effectivement, et je le sais comme vous, de grandes disparités entre les communes avec des écarts qui peuvent être très forts entre des communes qui sont très au-delà, bien sûr, de cet objectif et des communes qui sont en dessous. Les bilans triennaux que nous
calculons, donc, puisqu'en fait les lois donc, sont d'application donc, triennale avec un constat qui est fait, notamment au regard donc, des majorations ou des carences donc, tous les 3 ans, montrent que sur ce département, les obligations de production ont été réalisées donc, très largement au-dessus donc, des objectifs, 160% entre 2002 et 2014, 210% entre 2005 et 2007, 160% entre 2008 et 2010, 180% entre 2011 et 2013. Donc les communes, globalement, vont au-delà des obligations de la loi. La loi nouvelle a fixé effectivement un objectif donc, de 25% par rapport aux 20% actuels. Bon, ce qui fait qu'effectivement, on était donc jusqu'à présent à 11 communes qui étaient en dessous des 20%, et on passe donc par l'effet de la loi à 22 communes. Bon, la loi est d'application immédiate, mais elle donne un calendrier pour réaliser ces obligations. Il n'est pas normal que le lendemain de la promulgation de la loi, donc, on constate qu'il y a effectivement un écart entre ces nouvelles obligations et la réalité. L'objectif, en fait, est à 2025 hein, sur la loi Duflot, sur les 25%. Bon, mais ce qui va nous amener, c'est vrai, et nous le faisons en liaison avec vous, à faire en sorte qu'avec les communes qui sont le plus loin de cet nouvel objectif, nous calculions, puisque ça se fera par période triennale, bien sûr, des objectifs qui sont plus supérieurs aux objectifs précédents. Mais encore une fois, la loi laisse, et ça me paraît assez légitime, le temps nécessaire, même si ce temps est relativement court, pour que les communes puissent monter des programmes immobiliers qui permettent de répondre donc à ce nouveau objectif. Vous l'avez dit, je le partage, je l'avais dit donc, tout à l'heure, la question était aussi bien sûr la question de l'équilibre et donc la répartition de l'offre, à la fois à l'intérieur des communes, mais aussi entre les communes. Bon, c'est un axe d'action sur lequel nous aurons à travailler, donc peut-être avec les futurs territoires, ça permettra aussi d'améliorer les choses, de faire en sorte qu'on ait, comme on l'a aujourd'hui dans les PLH intercommunaux, peut-être une meilleure répartition de la charge entre les différentes communes. Ce sera une discussion que les maires devront avoir entre eux, hein, donc dans le cadre des nouvelles intercommunalités. Sur ces enjeux majeurs, bon, l'État, il a d'abord à aider les communes. Bon, puisqu'il a fixé des objectifs, la logique veut qu'il accompagne ces objectifs par une logique de moyens, ce qui fait que nous nous attachons, nous, dans le département, année après année, à consacrer prioritairement les enveloppes de logement social dans les communes, effectivement, qui sont en obligation de rattrapage. Bon, c'est un effort qui est continu, que nous adaptons nos taux d'intervention pour tenir compte des contraintes, et parfois elles sont fortes, notamment par rapport au coût du foncier sur certaines communes, et que nous renforçons les échanges avec les bailleurs et avec les maires. Bon, de façon à pouvoir justement à la fois répondre à l'objectif quantitatif et aussi de pouvoir répondre, parce que c'est un enjeu de mixité, à l'objectif de meilleure répartition intracommunale et entre les différentes communes. Sur les sanctions, auxquelles moi je préfère le thème incitation et accompagnement. Bon, sur ce point, la loi est claire. Toutes les communes qui n'ont pas atteint leur objectif doivent s'acquitter d'une contribution. Des mesures supplémentaires peuvent par ailleurs être appliquées dans les communes carencées. Majoration de la contribution, transfert du droit de préemption au préfet, transfert éventuellement des permis de construire au préfet. Dans le département des Hauts-de-Seine, je vous rassure, le préfet applique la loi. C'est-à-dire que les 22 communes déficitaires du département aujourd'hui sont soumises à la contribution. Ce qui est intéressant, parce que le système est aussi très incitatif, c'est que quand on constate quand on regarde comment est utilisée cette contribution, c'est un peu plus de 11 millions d'euros, 11,4 millions en 2015. Pour la quasi-totalité de cette contribution, les communes s'en ressaisissent pour réintervenir sur des objectifs de logements sociaux, c'est-à-dire 11 millions sur les 11,4 millions sont pris en compte au titre des déductions que l'État intègre dans ses bilans triennaux, parce que les communes, effectivement, font un effort supplémentaire pour investir ces sommes sur leur territoire. Et 400 000 euros, donc finalement une part très marginale, est reversée à l'EPF 92, justement pour permettre effectivement donc, la conduite d'un certain nombre d'opérations. Mais vous voyez bien que cette contribution, c'est pour ça que je préfère le terme incitation, accompagnement plutôt que le terme sanction, elle permet finalement à la fois de prendre conscience, mais aussi, à côté de la prise de conscience, il y a cette capacité supplémentaire qui est laissée aux communes par le fait que les communes réutilisent finalement ces contributions. Sur les communes carencées, il y en a une seule en fait dans la réalité dans le département, et c'est la commune de Neuilly. Bon, depuis maintenant un certain nombre de périodes, puisque je crois que c'est la troisième fois que la commune est carencée.
4e fois même. Bon. Il y a, par l'effet de la loi, une majoration de la contribution. Plus d'1 million d'euros, 40% d'augmentation par rapport à la contribution d'une commune qui ne serait pas carencée. Il y a transfert du droit de préemption au préfet. C'est-à-dire que c'est le préfet aujourd'hui qui a le droit de préemption sur Neuilly. Bon, et ce transfert est effectif, et on le délègue opération aux opérateurs de façon à faciliter la réalisation des opérations immobilières. On le fait, je vous le dis, quand même en relation étroite avec le maire de Neuilly, puisque dans ces actions, je ne conçois pas que l'État puisse faire en substitution à la responsabilité des maires. Et donc, même si nous appliquons la loi, nous faisons effectivement ces opérations de préemption en liaison extrêmement étroite avec le maire, qui d'ailleurs nous sollicite à certains moments sur la mise en œuvre de cette préemption, parce que c'est lui qui connaît son territoire et c'est lui qui connaît ses opérations. Et c'est comme ça que les choses fonctionnent. Sur le transfert des permis de construire, la loi le prévoit, mais ce n'est pas une obligation. Et je ne le fais pas. Je ne le fais pas pourquoi ? Parce que ce transfert n'est pas adapté aux problématiques de la commune. La question, ce n'est pas la réticence du maire de Neuilly à faire du logement social. 80% des opérations sont des opérations de logement social sur la commune. Le problème, c'est la rareté des opérations elles-mêmes. Bon, et donc, notre travail avec la commune de Neuilly, c'est davantage, effectivement, notamment au travers du PLH actuellement qui est en cours de rediscussion, de voir comment, avec le maire, on peut desserrer donc, un certain nombre de contraintes, retrouver un certain nombre de marges de manœuvre. Elles ne sont pas très, très importantes, mais il peut en exister, pour faire en sorte, effectivement, de mettre le maire de Neuilly en meilleure situation pour réaliser cet objectif. Voilà, si vous voulez, la façon dont les choses se passent. C'est ma vision. Je pense qu'elle correspond aux finalités de la loi, et en tout cas, c'est comme ça que je conçois ma mission. Si, Elsa Foussillon. Oui, bonjour Monsieur le Préfet. Parmi les différentes mesures mises en place par le gouvernement, je cite celle-ci, pour la croissance économique et sociale et en faveur de l'emploi en France, figure donc le crédit d'impôt compétitivité et emploi instauré par l'article 66 de la loi de finances rectificative de décembre 2012. Elle a été présentée comme la pierre angulaire du pacte de responsabilité et est censée être l'un des dispositifs majeurs de la politique nationale pour l'emploi et la croissance économique et sociale. Pourtant, nous pensons que le pacte de responsabilité et le CICE mis en place ne sont pas à même de remédier au chômage. Ces mesures sont en effet coûteuses, pas moins de 41 milliards d'ici 2017, et n'ont jamais prouvé leur efficacité pour créer de l'emploi. Bien au contraire, un rapport parlementaire rédigé par Michel de Messine sur la réalité de l'impact sur l'emploi des exonérations de cotisations sociales accordées aux entreprises dénonce la course sans fin à la baisse des salaires, au manque de développement des entreprises, de l'emploi et des qualifications. De plus, dans la loi de finances 2015, les crédits en faveur de l'accès et du retour à l'emploi ont de nouveau été réduits pour, selon les arguments du gouvernement, anticiper d'éventuels effets positifs sur l'emploi du CICE. Or, rien ne permet d'évaluer l'impact de ces dispositifs sur l'emploi. Avant de réduire ces dotations à certaines mesures de retour à l'emploi, il aurait été préférable d'avoir des éléments effectifs et avérés sur la portée sur l'emploi du CICE, de la bonne allocation de la ressource publique et du constat effectif de l'utilisation optimale des deniers publics. Les montants accordés aux entreprises du CAC 40 au titre du CICE, sans de réelle contrepartie, touchent directement la population, dont le pouvoir d'achat stagne ou se réduit drastiquement, sans parler de l'accès à l'emploi. D'autant que dans un même temps, les baisses de dotation aux collectivités territoriales pèsent sur les réponses à apporter aux besoins des populations. Les fonds publics ne peuvent être versés sans vérification de leur utilisation. Je pense que tout le monde peut en être d'accord ici. Certes, des entreprises peuvent être aidées pour sauvegarder leur activité et surtout leur emploi, mais ce soutien doit être soumis à des critères précis et contrôlés. Nous ne sommes finalement pas loin de l'omerta dénoncée par les sénateurs et sénatrices communistes, républicains et citoyens sur les détournements des fonds accordés au titre du crédit impôt recherche et dont le Sénat a scandaleusement décidé d'enterrer hier le rapport parlementaire qui dénonçait cette véritable gabegie financière. Aussi, j'aurais souhaité, Monsieur le Préfet, que vous puissiez nous communiquer les éléments d'évaluation précis
comme plusieurs vous l'ont demandé, je crois que la sénatrice Madame Gontier-Morin l'a fait déjà l'an dernier, et dont vos services disposent quant à la mise en œuvre du crédit impôt compétitivité, ainsi que de tout élément permettant d'apprécier l'impact de ces fonds sur l'emploi dans notre département. Quelles sont, dans les Hauts-de-Seine, les entreprises qui en ont bénéficié? Pour quel montant? Quels ont été les impacts sur l'emploi et le nombre de postes créés? Il s'agit, je le rappelle, de l'argent public. Je vous en remercie et je vous prie d'agréer, Monsieur le Préfet, en l'assurance de mes salutations distinguées. Non, c'est de l'humour. Très bien, merci beaucoup. Effectivement, c'est un choix politique qu'on peut contester, mais c'est le choix politique du gouvernement. Le gouvernement, il a choisi donc de faire confiance aux entreprises pour relancer la croissance. Bon, à partir d'un constat qui est un constat partagé, qui était effectivement la très forte réduction des marges des entreprises entre 2007 et 2013. Bon, avec un objectif, soutenir les entreprises dans la reconstitution de leurs marges pour leur permettre d'investir, d'innover, de retrouver des capacités de production et de créer des emplois. Le CICE, dont on parle beaucoup, est un élément de cette politique. Mais à côté donc, du CICE, il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises et qui sont mises en œuvre sur la baisse des charges, suppression des cotisations patronales pour les salariés au SMIC, sur la baisse des impôts, réduction de la contribution sociale de solidarité, la fameuse C3S, du soutien à l'investissement par la majoration de 40% des amortissements des investissements industriels depuis le 15 avril, d'amélioration de l'accès au financement, augmentation donc des sommes consacrées au prêt développement de BPI France. Parallèlement à cette volonté, et là je ferai une petite correction par rapport à ce que vous indiquez, en fait il n'y a pas de baisse des crédits qui sont consacrés par le gouvernement aux politiques de l'emploi. Ces crédits ont augmenté de 2012 à 2014, ils ont légèrement diminué sur le budget 2015, mais le gouvernement, vous l'avez sans doute noté, a débloqué donc des sommes supplémentaires en mars 2015 pour relancer donc une nouvelle vague de contrats aidés et donc retrouver le niveau exact de dotation qui était inscrit au budget 2014. Comment le CICE est utilisé? D'abord, qui en bénéficie? Bon, alors le département des Hauts-de-Seine a une typologie d'entreprise et d'emploi qui fait qu'en fait, il y a plutôt proportionnellement moins de CICE dans le département des Hauts-de-Seine, puisque vous le savez que ce dispositif est plafonné, donc compte tenu effectivement d'un certain niveau de rémunération. Bon, mais on a quand même un peu moins de 19 000 entreprises qui en ont bénéficié, pour un montant d'1,375 milliard d'euros. Et nous avons perçu un peu moins de 13% des sommes sur la région Île-de-France. Mais encore une fois, quand on regarde le taux, ce qu'on appelle dans notre jargon le taux de pénétration du CICE, c'est peut-être un terme qui peut étonner, il est que le taux de pénétration dans les Hauts-de-Seine, pour les raisons que je viens d'indiquer, est plus faible qu'au niveau régional, compte tenu de la structure des entreprises. Et le niveau régional, c'est plus faible que la moyenne nationale. Encore une fois, c'est lié au plafonnement de cette aide. Donc c'est une aide qui bénéficie aussi aux salariés qui ne sont pas les salariés les plus riches et qui permettent aux entreprises qui emploient effectivement donc, de la main-d'œuvre d'avoir effectivement des capacités donc, de rétablissement et de croissance supplémentaires. Quand on regarde les éléments d'évaluation, alors c'est vrai que le gouvernement a choisi de faire confiance aux entreprises, c'est son choix. Bon. Et donc on fait l'évaluation ex post, puisque je dirais il n'y a pas de contrepartie ex ante. On est sur la vérification ex post de l'efficacité de la mesure. Le gouvernement a rendu, donc vous le savez, un premier rapport d'étape à l'automne 2014. Il y a un dispositif d'évaluation complet de l'impact du CICE qui est organisé donc, avec un comité de suivi qui avait d'ailleurs été mis en œuvre dès la mise en œuvre de la réforme, avec une évaluation complète qui est prévue pour la mi-2016. D'ores et déjà, on a quand même un certain nombre d'évaluations qualitatives qui nous rassurent plutôt sur le bien fondé de cette mesure, car les 2/3 des entreprises sont plutôt en utilisation donc, de cette marge de manœuvre supplémentaire sur de l'investissement et de la création d'emplois. Bon. Et donc, on est plutôt aujourd'hui dans la cible. Encore une fois, c'est des évaluations qualitatives, elles ne sont pas exhaustives, elles ne sont pas complètes, mais on est plutôt dans la cible de la mesure.
Le gouvernement l'a décidé, je pense que c'est une bonne décision. Je crois qu'il faut maintenir le cap, c'est-à-dire que ce n'est pas au moment où la croissance repart, même si elle repart timidement, qu'il faut changer de politique. Et au contraire, il faut donner aux entreprises l'assurance de règles claires, de conditions d'activité qui ne changent pas, et donc de stabilité. Et donc ce CICE qui participe, encore une fois, l'économie, c'est la conjonction d'un certain nombre d'éléments. Donc le CICE est une souplesse supplémentaire et quelque chose qui améliore la capacité donc, des entreprises à agir, donc à développer donc, de l'activité et de la production. Et donc, vous l'avez entendu, donc je m'en fais le relais aujourd'hui, le gouvernement maintient le cap. Merci. Pour le groupe des indépendants, Pierre-Adrien Babot. Bonjour Monsieur le Préfet. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier d'avoir tout à l'heure reprécisé certains éléments relatifs à la construction des logements sociaux à Neuilly-sur-Seine. Sur ce sujet, je crois que les idées reçues et la méconnaissance parfois des contraintes foncières de la ville conduisent parfois à des jugements un peu hâtifs et je vous remercie d'avoir souligné les efforts consentis par la ville sur ce sujet depuis quelques années. Ceci étant dit, j'en viens à ma question et notre collègue Alexandra Fourcade étant absent, donc j'ai l'honneur de vous adresser cette question au nom de la majorité départementale et du groupe des indépendants. L'article 12 de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles confie, comme vous le savez, au préfet de la région Île-de-France la responsabilité de préparer le projet de décret arrêtant le périmètre des futurs territoires de la métropole du Grand Paris. Dans le cadre du débat parlementaire en cours sur la fameuse loi NOTRe, le territoire, le futur EPCI, est présenté comme un échelon de proximité de la métropole du Grand Paris et une échelle de mutualisation pour les communes. À 6 mois de leur création, la future carte de ces fameux territoires n'est toujours pas établie. Pouvez-vous, Monsieur le Préfet, nous dire quand cette carte sera présentée, nous préciser les différents scénarios à l'étude pour notre département des Hauts-de-Seine et les critères qui seront finalement retenus par l'État pour leur délimitation? Je vous remercie. Bien, effectivement, on est près de l'échéance. Bon, je crois qu'on ne peut pas répondre à votre question sans référence à ce que seront les futurs territoires. Bon, la loi NOTRe est encore en seconde lecture, mais enfin, les choses commencent quand même à bien se dessiner. Les élus ont souhaité, je le rappelle, que les territoires aient une structure juridique de PCI, enfin, même si c'est un PCI un peu particulier, donc pour faire des choses, exercer des compétences. Et la loi prévoit effectivement un certain nombre de compétences pour ces futurs territoires qui sont assez similaires, bon, même s'il y aura une certaine progressivité dans la mise en œuvre, aux compétences des communautés d'agglomération. Et donc le résultat, c'est que ces territoires sont déjà assez chargés en obligations et en compétences. Bon, j'ajoute que ces territoires devront également conclure un pacte financier robuste pour faire en sorte effectivement qu'il y ait les soutiens financiers à l'exercice de ces compétences et à la mise en œuvre des projets qui rassembleront donc les maires qui s'uniront au sein de ces territoires. Le calendrier effectivement devient extrêmement serré puisque le gouvernement confirme, je dirais, qu'il souhaite que la métropole soit mise en œuvre au 1er janvier 2016, même si encore une fois il y aura une certaine progressivité dans cette mise en œuvre, ce qui implique de faire les territoires avant. On a beaucoup échangé donc, entre nous, à la fois au niveau départemental, au sein de la mission de préfiguration, dans des échanges bilatéraux, trilatéraux, multilatéraux sur la question donc, des territoires. Bon, le travail a été fait donc, en lien avec la mission de préfiguration, puisque vous l'avez rappelé, ce n'est pas le préfet de département donc, qui prend la décision, c'est le préfet de région qui propose la décision au gouvernement, et bon, tout le monde sait bien que ça sera un arbitrage gouvernemental, mais nous sommes chargés bien sûr de le préparer. Dans le département, les hypothèses sont connues. On a imaginé au début faire de l'interdépartemental. Dans le sud, on a fermé donc cette hypothèse et on est sur 3 ou 4 en fait, territoires. Bon, un territoire au sud qui regroupe les 3 intercommunalités existantes, un territoire au centre autour de GPSO, bon, avec effectivement Cœur de Seine qui veut plutôt aller donc, vers le haut que rejoindre GPSO. Et on a ce débat donc, sur le nord du département entre un très grand territoire, incluant d'ailleurs Argenteuil, puisque Argenteuil a souhaité donc, intégrer la métropole, ou non pas 2 petits territoires, mais 2 grands territoires, c'est-à-dire 2 territoires qui auraient la taille à peu près donc, des autres territoires, c'est-à-dire de l'ordre entre 400 et 500 000, un peu plus d'habitants.
Alors j'entends bien sûr les arguments de la complémentarité, donc je ferai un focus sur ce débat sur lequel on a des échanges fréquents entre les deux territoires, mais je crois que la question n'est pas la question des complémentarités, puisque les complémentarités par construction, elles existent partout sur les départements de la Petite Couronne, et le fait d'avoir des territoires séparés n'implique pas que ces territoires ne se parlent pas et ne développent pas des complémentarités. Ce que je disais tout à l'heure sur le réseau de transport, construira donc cette complémentarité également. Donc la question, je crois, n'est pas celle de la complémentarité. La question, c'est de savoir si on construit une configuration équilibrée. J'ajoute que l'équilibre se conçoit à la fois vu du département des Hauts-de-Seine, mais aussi vu de la métropole. Et donc il y a bien sûr un enjeu de cohérence sur l'ensemble de la métropole. Et donc le gouvernement tiendra forcément compte de ce qui se passe ailleurs pour décider de ce qui peut se passer au niveau du département des Hauts-de-Seine. La deuxième question, c'est de savoir si, avec un très grand territoire, on est en capacité de porter les projets, notamment sur une portion du département où il n'y a soit pas d'intercommunalité, soit, encore une fois, ce n'est pas du tout une critique, mais je le dis parce que c'est un constat que nous avons pu faire ensemble, des intercommunalités qui ne sont pas extrêmement intégrées. Bon, et donc c'est une expression que j'ai souvent utilisée, est-ce que la marche n'est pas un peu haute de passer soit de rien ou un peu à effectivement cette ambition d'être tous ensemble à 15 communes et un peu plus d'1 million d'habitants. J'ajoute que je ne partage pas non plus l'idée selon laquelle on pourrait opposer un territoire de pauvres et un territoire de riches. Alors certes, le territoire de la Défense a une certaine richesse, mais le territoire autour de Gennevilliers a aussi de fortes potentialités de développement économique. En fait, c'est deux territoires un peu différents, mais qui ont leur carte à jouer. Mais l'opposition des pauvres et des riches, à mon avis, est une opposition peut-être un peu trop schématique. Le territoire du Nord, si on faisait un territoire du Nord, serait largement plus riche que la moyenne, hors Paris, bien sûr, des autres territoires créés sur les autres départements. Bon, et par contre, quand on regarde les polarités qui peuvent exister sur les deux bassins, il y a deux bassins de vie et d'habitat. Bon, on a quand même clairement, encore une fois, ça ne dit pas que ces territoires ne doivent pas communiquer, construire des projets ensemble, donc développer leur complémentarité, mais on a aujourd'hui quand même deux polarités extrêmement distinctes, même s'il y a des points de recoupement entre Gennevilliers et son environnement communal et toutes les communes qui sont autour de la Défense. Une fois qu'on a dit ça, bon, je crois qu'on a l'essentiel des arguments. Il y aura un arbitrage gouvernemental qui mettra en balance ces arguments. Bon, et le préfet de région sera amené effectivement à faire une proposition. La concertation n'est pas complètement close, parce que je crois qu'il y a le 6 juillet une réunion du Conseil des élus sur la base de scénarios que le préfet de région a ouvert, puisque toutes les hypothèses, en tout cas, y compris les hypothèses de grands territoires, ont été soumises à la concertation des élus. Moi, je l'ai dit depuis le début, et j'exerce ma responsabilité. J'ai des interrogations sur la pertinence du projet de très grand territoire. Je l'ai toujours dit depuis le début, alors sous forme interrogative d'abord et avec des interrogations parfois un peu plus poussées. Donc je maintiens cette position qui est un avis que le préfet de département donne. Parce que je crois que quand on est préfet de département, on a aussi cette responsabilité de dire ce qu'on pense. Voilà. Et moi, j'ai toujours pratiqué les choses comme ça et je ne changerai pas. Ça ne veut pas dire que ça sera la décision du gouvernement, mais en tout cas, c'est mon appréciation des choses. Et c'est comme ça que je le dis aux élus et que je le dis aussi, la question est venue à l'association des maires lundi, aux autorités qui me posent la question. Merci, monsieur le préfet. En tous les cas, c'est digne de le dire comme ça. Pour les élus socialistes, monsieur Timothéo. Merci, monsieur le président. Bonjour, monsieur le préfet. Dans le cadre du projet de métro automatique Grand Paris Express, 4 nouvelles lignes de transport vont voir le jour, dont la ligne 15 qui desservira les Hauts-de-Seine. Comme le rappelait récemment le président de la République, le Grand Paris Express, c'est une grande infrastructure. Ce sera le train du quotidien pour près de 2 millions de passagers par jour en Île-de-France. Ce sera un grand projet pour l'Île-de-France qui facilitera le quotidien également des alto-séquanais et des entreprises de notre territoire. Pourriez-vous, monsieur le préfet, nous préciser si les
modalités de financement ainsi que le calendrier de réalisation du réseau sont maintenus, notamment pour la ligne 15. Et puis par ailleurs, nous rappeler quelles sont les mesures de prévention des nuisances liées aux différents chantiers, ainsi que les procédures éventuelles de concertation ou d'information qu'il resterait à engager avec la population dans les prochains mois. Je vous remercie. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, votre question me permet donc d'y revenir. C'est vraiment un très grand projet donc, pour la région capitale. Bon, avec une ambition, effectivement, sur le volet transport, vraiment de changer complètement la nature donc, du rapport que les habitants ont à leur territoire et de favoriser, bien sûr, en favorisant les mobilités, de favoriser à la fois donc, les questions donc, d'accès au logement et les questions donc, de développement également de l'activité. Dans les Hauts-de-Seine, le Grand Paris Express, c'est la ligne 15 Sud hein, qui reliera donc Noisy-Champs à Pont-de-Sèvres et qui compte 5 gares, Bagneux, Châtillon-Montrouge, Fort-d'Issy, Issy-RER et Pont-de-Sèvres. La ligne 15L Ouest reliera Pont-de-Sèvres, Saint-Denis-Pleyel et sera l'occasion donc d'offrir 9 gares aux habitants donc, des Hauts-de-Seine, du Pont-de-Sèvres à la gare des Grésillons et la ligne 18 avec la gare d'Antony-Paul. Le financement de ces travaux est acquis hein, donc sur la ligne 15 Sud, hein, qui est la ligne qui est engagée, donc c'est un peu plus de 5 milliards d'euros, donc c'est considérable. Le calendrier, bon, il y a un petit retard, mais bon, c'est sur ces grands projets, donc bon, c'est bien d'avoir des ambitions extrêmement fortes, et il peut y avoir malheureusement quelques petits écueils, et donc on avait envisagé initialement que ça serait 2020, et donc vous le savez, ça a été annoncé, donc il y a un décalage de 2 ans, et ça sera 2022. Pour la ligne 15 Ouest, pour l'instant, il n'y a pas de changement donc d'horizon. 2025 pour Pont-de-Sèvres, Nanterre-la-Folie, et 2027 pour Nanterre-la-Folie, Saint-Denis-Pleyel. Ligne 18, mise en service maintenue en termes d'objectifs en 2027. La concertation, alors il y a à la fois la concertation juridiquement obligatoire, c'est-à-dire toutes celles qui entourent donc les DUP. La DUP, la ligne 15 Sud, a été prise donc, par construction puisque le dispositif est en chantier donc, en décembre 2014. La concertation et l'information se poursuivent dans le cadre de la mise en œuvre de cette DUP. Bon, pour effectivement donc, assurer toute l'information sur l'avancée des travaux. Pour la ligne 15 Ouest, l'enquête publique va commencer à l'automne 2015 et la Commission nationale du débat public fixera les modalités de cette enquête publique. Vous le savez, parce que nous le pratiquons avec vous, qu'au-delà de cette concertation officielle, la Société du Grand Paris a mis en place une méthode de concertation extrêmement puissante et qui me paraît adaptée à l'importance du projet. Donc les comités de pilotage, hein, qui sont le point de passage obligé de la validation des décisions prises par la SGP. Hein, et donc il y a vraiment effectivement donc, une vraie concertation, c'est-à-dire ce n'est pas une concertation pour la forme, on ne valide qu'après effectivement avoir entendu l'ensemble des observations, de façon à pouvoir recalibrer un certain nombre de projets. Les rencontres également que la SGP organise de manière extrêmement régulière avec la population donc, des quartiers et des communes concernées. Bon, la SGP se déplace d'ailleurs, vous le savez, donc les maires le savent, dans certains conseils municipaux pour venir expliquer donc, les projets et répondre aux questions. Et puis il y a toute l'information mise à disposition du public sur le site internet, notamment de la SGP. Sur les nuisances, bon, elles existent hein, sur un projet de cette nature. Il faut quand même noter que la plupart des travaux sont réalisés en souterrain, donc c'est-à-dire que la part des nuisances est réduite par rapport à un chantier qui serait en aérien ou en surface. Bon, il y a quand même effectivement nécessité d'anticiper un certain nombre de nuisances potentielles. Donc il y a un cahier des charges très précis qui a été fixé par la SGP donc à l'ensemble des partenaires, des entreprises, des maîtres d'œuvre. Sur la limitation des nuisances sonores également, donc avec exemple de prescriptions donc, qui sont vérifiées ex ante pour effectivement faire en sorte que ces nuisances ne soient pas trop importantes. Et puis il peut aussi y avoir des nuisances par rapport à la vie locale, c'est-à-dire l'organisation des chantiers donc, sur le territoire des communes. Et donc il y a des travaux préparatoires qui sont conduits, donc c'est une discussion très, très approfondie entre la SGP et les communes, de façon à ce qu'il y ait une bonne coordination des travaux donc, sur les territoires communaux donc, au fur et à mesure de l'avancée donc, des opérations. Encore une fois, c'est vraiment une opération extrêmement complexe, hein, nous le savons tous, quelque chose qui répond à vraiment une grande ambition. Ça avance plutôt bien, bon, et même plutôt très bien. Bon, nous y sommes attentifs, hein, l'ensemble des services de l'État, vous l'êtes aussi, et voilà ce que je voulais donc répondre, Monsieur le Conseiller, à votre question. Merci, Monsieur le Préfet. Nous avons épuisé, non pas tout à fait l'ordre du jour du débat.